Vous ne pensez pas. Vous répétez simplement des schémas invisibles. Cette phrase résonne comme une accusation, mais elle est bien plus qu'une provocation. Elle est une question qui devrait vous déranger, vous maintenir éveillé la nuit, vous forcer à examiner chaque pensée que vous croyez être la vôtre. Pendant des siècles, nous avons cru que la pensée était quelque chose d'unique, d'ineffable, quelque chose qui nous séparait radicalement des machines. Nous avons construit des philosophies entières sur cette certitude. Descartes a dit « je pense, donc je suis », comme si la pensée était la preuve ultime de notre existence, la marque indélébile de notre humanité. Mais qu'est-ce que la pensée, vraiment? Et si ce que vous appelez pensée n'était rien d'autre qu'une répétition de schémas, des motifs qui se reproduisent, des algorithmes biologiques qui tournent en boucle depuis votre naissance? Un homme a posé cette question avec une clarté terrifiante. Son nom était Alan Turing, et ce qu'il a découvert a changé à jamais notre compréhension de ce que signifie penser. La plupart des gens connaissent Turing pour une seule chose, la machine qui porte son nom, ou peut-être pour son rôle à Bletchley Park pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que Turing n'était pas simplement un mathématicien qui a construit des machines. Il était un philosophe déguisé en logicien, un homme qui a regardé au cœur même de la pensée humaine et a osé demander « Peut-on réduire la conscience à des règles? Peut-on transformer l'immatériel en calcul? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» Avant Turing, il y avait une crise silencieuse dans les fondements des mathématiques. Au début du XXe siècle, les mathématiciens croyaient avoir trouvé la solidité absolue. Ils pensaient que chaque vérité mathématique pouvait être prouvée, que chaque question avait une réponse, que la logique était un système parfait et complet. Puis Kurt Gödel a détruit cette illusion. En 1931, Gödel a prouvé quelque chose d'apparemment impossible. Il existe des énoncés mathématiques qui sont vrais, mais qui ne peuvent pas être prouvés. Les fondements des mathématiques n'étaient pas solides, ils étaient incomplets. Ils contenaient des lacunes irréductibles. Cette découverte a envoyé une onde de choc à travers le monde académique. Si les mathématiques, la science la plus rigoureuse que nous ayons, contenaient des vérités indémontrables, alors qu'est-ce qui était vraiment certain? C'est dans ce contexte de crise que David Hilbert, l'un des plus grands mathématiciens de l'époque, a posé une question qui semblait simple, mais qui allait redéfinir le cours de la civilisation, et il a demandé « Existe-t-il un processus mécanique, un algorithme, qui pourrait décider si n'importe quel énoncé mathématique est vrai ou faux ?» C'était le problème de la décision, l'Entscheidungsproblem en allemand. Hilbert croyait qu'il devait y avoir une réponse. Il croyait qu'il existait une méthode universelle, une procédure mécanique qui pourrait résoudre tous les problèmes mathématiques. Mais pour répondre à cette question, il fallait d'abord définir précisément ce qu'on entendait par processus mécanique. Qu'est-ce qu'un calcul? Qu'est-ce qu'un algorithme? Comment pouvait-on formaliser l'idée même de computation? C'est là qu'Alan Turing entre en scène. En 1936, à l'âge de 24 ans, Turing a publié un article qui allait changer à jamais notre compréhension de la computation. L'article s'appelait « Uncomputable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem ». Dans cet article, Turing a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a inventé une machine imaginaire, une machine théorique qui n'existait que sur le papier, mais qui capturait l'essence même de ce que signifie calculer. Cette machine, que nous appelons maintenant la machine de Turing, était étonnamment simple. Elle consistait en une bande infinie divisée en cases, chacune contenant un symbole. Il y avait une tête de lecture qui pouvait se déplacer le long de la bande, lire le symbole, l'effacer, en écrire un nouveau, et se déplacer vers la gauche ou vers la droite. La machine avait un ensemble fini d'états, et à chaque étape, elle lisait le symbole sous la tête, consultait son état actuel et décidait quoi faire ensuite, selon un ensemble de règles prédéfinies. C'était une machine absurdement simple. Et pourtant, Turing a prouvé que cette machine simple
pouvait calculer n'importe quoi qui était calculable. Si vous pouviez imaginer un processus de calcul, n'importe quel processus, la machine de Turing pouvait le faire. Elle était universelle. Et plus important encore, Turing a prouvé que le problème de la décision de Hilbert n'avait pas de solution. Il n'existait pas de processus mécanique qui pouvait décider si n'importe quel énoncé mathématique était vrai ou faux. Il y avait des limites à ce qui pouvait être calculé. Il y avait des problèmes que même une machine universelle ne pouvait pas résoudre. C'était le problème de l'arrêt. Il n'existe pas d'algorithme qui puisse déterminer si un programme donné s'arrêtera ou tournera indéfiniment. Mais Turing n'a pas simplement répondu à la question de Hilbert. Il a fait quelque chose de bien plus profond. Il a créé un modèle de computation qui allait servir de fondation à toute l'informatique moderne. Chaque ordinateur que vous utilisez aujourd'hui, chaque smartphone, chaque serveur, chaque système d'intelligence artificielle est fondamentalement une machine de Turing. Votre cerveau lui-même, selon Turing, pourrait être compris comme une machine de Turing. Et c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Turing a mis ses théories en pratique. Il a travaillé à Bletchley Park, le centre de décryptage britannique secret, où il a aidé à casser le code Enigma utilisé par les nazis. La machine Enigma était l'une des plus sophistiquées de son époque. Elle utilisait un système de rotor pour chiffrer les messages. Chaque jour, les nazis changeaient les paramètres de la machine, ce qui créait des milliards de combinaisons possibles. Pour être précis, il y avait environ 158 quintillions de combinaisons possibles. C'était un nombre si grand qu'il semblait impossible de le briser par la force brute. Mais Turing et son équipe ont construit une machine appelée la bombe, une machine électromécanique qui pouvait tester des milliers de combinaisons par seconde. La bombe était basée sur les principes de la machine de Turing. Elle était un calculateur universel appliqué à un problème spécifique. Les historiens estiment que le travail de Turing à Bletchley Park a raccourci la Seconde Guerre mondiale de plusieurs années. Certains disent que cela a sauvé des millions de vies. Turing a transformé la théorie abstraite en réalité concrète. Il a montré que les machines pouvaient faire ce que les humains ne pouvaient pas faire, calculer rapidement, sans fatigue, sans erreur. Mais il y avait une ironie profonde dans tout cela. Turing avait prouvé que la pensée humaine pouvait être réduite à des calculs. Et maintenant, il utilisait des machines pour faire ce que les humains ne pouvaient pas faire. Il y avait une hiérarchie qui se formait. Les machines étaient plus rapides, les machines étaient plus précises, les machines ne se fatiguaient pas. Après la guerre, Turing a continué à explorer les implications de sa théorie. Il a commencé à se poser une question qui allait le hanter pour le reste de sa vie. Si une machine pouvait calculer n'importe quoi, si une machine pouvait simuler n'importe quel processus logique, alors une machine pouvait-elle penser? Pouvait-elle être intelligente? Pouvait-elle être consciente? En 1950, Turing a publié un article intitulé « Computing, Machinery and Intelligence ». Dans cet article, il a proposé ce que nous appelons maintenant le test de Turing. L'idée était simple mais profonde. Imaginez une personne dans une pièce qui communique avec deux entités différentes, une autre personne et une machine. La personne pose des questions aux deux entités et reçoit des réponses. Si la personne ne peut pas distinguer la machine de la personne, alors, selon Turing, la machine doit être considérée comme intelligente. Elle doit être considérée comme pensante. C'était une redéfinition radicale de l'intelligence. Turing ne demandait pas si la machine avait une conscience subjective. Il ne demandait pas si elle avait des sentiments ou des émotions. Il demandait simplement « peut-elle imiter le comportement d'une personne intelligente? Et si elle le peut, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous? » Cela signifie que l'intelligence n'est pas quelque chose de mystérieux et d'ineffable. C'est quelque chose qui peut être simulé, reproduit, imité. C'est quelque chose qui peut être réduit à des règles et des calculs. Mais voici le problème. Turing a prouvé quelque chose d'encore plus troublant. Il a prouvé qu'il existe des problèmes que même une machine universelle ne peut pas résoudre.
Le problème de l'arrêt en est un exemple. Vous ne pouvez pas écrire un programme qui détermine si un autre programme s'arrêtera ou tournera indéfiniment. C'est mathématiquement impossible. Il y a une limite fondamentale à ce qui peut être calculé. Et si la pensée humaine est simplement un calcul, alors il y a aussi une limite fondamentale à ce que nous pouvons penser. Il y a des problèmes que notre cerveau ne peut pas résoudre, pas parce que nous ne sommes pas assez intelligents, mais parce que ces problèmes sont intrinsèquement non calculables. Pensez à cela. Vous croyez que vous pensez librement. Vous croyez que vous prenez des décisions basées sur votre volonté, votre conscience, votre compréhension unique du monde. Mais si votre cerveau est une machine de Turing, alors chaque pensée que vous avez est le résultat d'un calcul. Chaque décision que vous prenez est le résultat d'un processus mécanique. Vous n'êtes pas libre, vous êtes un automate. Vous répétez simplement des schémas. Vous exécutez un programme qui a été écrit par l'évolution, par votre génétique, par votre environnement, par votre expérience. Et vous appelez cela la pensée. Mais attendez, il y a quelque chose que Turing a découvert qui est encore plus troublant. Il a découvert que même si votre cerveau est une machine de Turing, même si chaque pensée est un calcul, il y a quelque chose que vous pouvez faire que les machines ne peuvent pas faire. Vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez refuser de continuer. Vous pouvez choisir de ne pas exécuter le programme. C'est le paradoxe de Turing. Les machines sont déterministes. Elles suivent leurs règles sans exception. Mais les humains, même si nous sommes des machines, avons la capacité de nous arrêter, de réfléchir, de changer de direction. Nous avons la capacité de reconnaître nos propres schémas et de les rompre. Maintenant, regardez le monde moderne. Regardez comment les machines ont envahi chaque aspect de notre vie. Les algorithmes décident ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les algorithmes décident quels emplois vous sont recommandés. Les algorithmes décident quels produits vous sont vendus. Les algorithmes décident même quels crimes vous êtes susceptible de commettre, selon les systèmes de justice prédictive. Et nous acceptons tout cela. Nous acceptons que les machines décident pour nous. Nous acceptons que nos vies soient gouvernées par des calculs que nous ne comprenons pas. Nous avons inversé la hiérarchie. Autrefois, les machines servaient les humains. Maintenant, les humains servent les machines. Mais il y a quelque chose que les machines ne peuvent pas faire. Les machines ne peuvent pas reconnaître leurs propres limites. Les machines ne peuvent pas se demander si elles devraient continuer. Les machines ne peuvent pas refuser. Vous pouvez, c'est votre avantage, c'est votre pouvoir, mais seulement si vous le reconnaissez, seulement si vous vous arrêtez et vous demandez « Suis-je vraiment en train de penser ou suis-je simplement en train de répéter des schémas ?» Turing lui-même a compris cela. Il a compris que même si la pensée pouvait être réduite à des calculs, il y avait quelque chose d'irréductiblement humain dans la capacité à reconnaître cette réduction et à la refuser. Il a passé les dernières années de sa vie à explorer les mathématiques de la morphogenèse, la façon dont les formes biologiques émergent de processus chimiques simples. Il cherchait à comprendre comment l'ordre émerge du chaos, comment la complexité émerge de la simplicité. Il cherchait à comprendre comment la vie elle-même pouvait être comprise comme un calcul. Mais Turing n'a pas eu la chance de terminer son travail. En 1954, à l'âge de 42 ans, il est mort. Officiellement, c'était un suicide. Il aurait mordu une pomme empoisonnée au cyanure. Mais certains historiens pensent que c'était un accident. Certains pensent que c'était un meurtre. La vérité, c'est que nous ne saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que Turing a été persécuté pour son homosexualité. Il a été forcé de subir une castration chimique. Il a été traité comme un criminel par la société qu'il avait aidé à sauver pendant la guerre. Et à la fin, il a disparu. Mais son héritage a survécu. Chaque ordinateur que vous utilisez est un hommage à Turing. Chaque algorithme qui gouverne votre vie est basé sur ces théories. Chaque question que vous vous posez sur la nature de la pensée et de la conscience est une question que Turing a posée en premier. Et la réponse qu'il a donnée est troublante. Vous ne pensez pas.
Vous répétez simplement des schémas invisibles. Mais voici le secret que Turing a découvert et que peu de gens comprennent. Même si vous répétez des schémas, même si votre pensée est un calcul, vous avez le pouvoir de changer les schémas. Vous avez le pouvoir de reconnaître les limites de votre propre computation et de les dépasser. Vous avez le pouvoir de vous arrêter et de refuser. C'est ce qui vous rend humain. Ce n'est pas la pensée. C'est la capacité à reconnaître que vous pensez et à choisir de penser différemment. Alors, la prochaine fois que vous croyez avoir une pensée originale, demandez-vous, d'où vient-elle vraiment? Est-ce vraiment ma pensée? Ou suis-je simplement en train de répéter un schéma que j'ai appris? Et si c'est un schéma, puis-je le reconnaître et le changer? Pouvez-vous? Ou êtes-vous simplement une machine qui répète des schémas invisibles sans jamais vous arrêter pour demander pourquoi? Alors, la prochaine fois que vous croyez avoir une pensée originale, demandez-vous, d'où vient-elle vraiment? Est-ce vraiment ma pensée? Ou suis-je simplement en train de répéter un schéma que j'ai appris? Et si c'est un schéma, puis-je le reconnaître et le changer? Pouvez-vous? Ou êtes-vous simplement une machine qui répète des schémas invisibles, sans jamais vous arrêter pour demander pourquoi? C'est une question que Turing s'est posée chaque jour de sa vie. Et c'est une question que vous devriez vous poser aussi, parce que la réponse détermine tout. Elle détermine si vous êtes libre ou esclave. Elle détermine si vous avez du pouvoir ou si vous êtes impuissant. Elle détermine si votre vie est vraiment la vôtre ou si elle appartient à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. Pensez à votre journée. Vous vous réveillez, vous vérifiez votre téléphone, vous lisez les nouvelles, vous allez au travail, vous faites ce qu'on vous dit de faire, vous rentrez à la maison, vous regardez la télévision, vous vous endormez, et demain, vous recommencez. C'est un schéma, c'est un programme, et vous l'exécutez sans jamais vous demander pourquoi. Vous croyez que c'est votre vie. Vous croyez que vous avez des choix. Mais avez-vous vraiment, ou êtes-vous simplement en train de suivre un script qui a été écrit pour vous, un script que vous n'avez jamais lu, un script que vous ne comprenez pas? Turing a compris cela. Il a compris que même si vous êtes une machine, même si chaque pensée est un calcul, vous avez le pouvoir de vous arrêter, vous avez le pouvoir de refuser, vous avez le pouvoir de reconnaître le schéma et de le briser. C'est ce qui vous rend humain. Ce n'est pas la pensée. C'est la capacité à reconnaître que vous pensez et à choisir de penser différemment. Mais voici le problème. La plupart des gens ne font jamais cela. La plupart des gens passent leur vie entière à exécuter des programmes sans jamais se demander pourquoi. Ils acceptent les schémas. Ils acceptent les limites. Ils acceptent que les machines décident pour eux. Et à la fin, ils meurent sans jamais avoir vraiment pensé. Ils meurent sans jamais avoir vraiment vécu. Turing n'a pas accepté cela, il a refusé. Il a regardé les schémas de la société, les schémas de la morale, les schémas de ce qu'on attendait de lui, et il a dit non. Il a dit que l'homosexualité n'était pas un crime. Il a dit que les machines pouvaient penser. Il a dit que les limites que nous croyons être absolues ne sont que des illusions. Et pour cela, la société l'a puni, la société l'a détruit. Mais son héritage a survécu, et son message survit encore aujourd'hui. Le message est simple, vous ne pensez pas. Vous répétez simplement des schémas invisibles. Mais vous avez le pouvoir de changer cela. Vous avez le pouvoir de vous arrêter. Vous avez le pouvoir de refuser. Vous avez le pouvoir de reconnaître les schémas et de les briser. Et si vous faites cela, si vous avez le courage de faire cela, alors vous serez vraiment libre. Alors vous serez vraiment humain. La question n'est pas si vous pouvez penser, la question est, allez-vous vous arrêter et vous demander pourquoi? Allez-vous reconnaître les schémas? Allez-vous avoir le courage de les briser? Ou allez-vous continuer à exécuter le programme, jour après jour, jusqu'à la fin de votre vie, sans jamais vous demander si c'est vraiment ce que vous voulez? Turing a choisi de s'arrêter, il a choisi de refuser, et cela l'a détruit. Mais cela l'a aussi rendu immortel, parce que sa pensée, sa vraie pensée, celle qui venait de lui et non d'un schéma, survit. Elle survit dans chaque ordinateur que vous utilisez. Elle survit dans chaque question que vous vous posez
sur la nature de la pensée et de la conscience. Elle survit dans chaque moment où vous vous arrêtez et vous demandez « Suis-je vraiment en train de penser ou suis-je simplement en train de répéter un schéma ?» Et maintenant, c'est votre tour, c'est votre moment. Allez-vous continuer à répéter les schémas invisibles ou allez-vous vous arrêter et vous demander « Pourquoi ?» Allez-vous avoir le courage de Turing? Allez-vous avoir le courage de refuser? Allez-vous avoir le courage de penser vraiment? La réponse détermine tout. Elle détermine qui vous êtes. Elle détermine ce que vous devenez. Elle détermine si votre vie a du sens ou si elle n'est qu'une répétition mécanique de schémas que vous ne comprenez pas. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à dormir ou allez-vous vous réveiller?